bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse avec un grand retour pour ma part, retour de vacances pour un nouveau CQFR. C'est ma reprise et je suis évidemment avec Shai Mamou qui lui a enchaîné tout l'été. Il est là, Shai, il est de retour, le peuple l'a réclamé. Vous ne rêvez pas, Antoine Pimel est là. Oui, oui. Je reprends les affaires dans une période assez calme au final pour l'actualité basket, Shai. Hein. Ouais, alors Je pense qu'avec Ben et Théo, vous vous êtes débrouillés pour essayer de continuer les CQFR. On continue d'être au rendez-vous parce que vous êtes toujours au rendez-vous pour nous suivre sur la chaîne, de plus en plus nombreux sur YouTube. Et du coup, bon, l'actualité un peu en ce moment, c'est la Coupe du Monde, mais il n'y a pas grand-chose. La compétition, elle est quand même dans 20 jours. Donc, bon, vous avez déjà parlé de l'équipe de France. On va essayer de dériver un peu. Je te propose, Shai, qu'on commence à parler de Russell Westbrook, mais je vais citer d'abord Kyrie Irving, c'est quoi, c'est un post Instagram, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est une story de Kyrie, je crois. Voilà, où il dit qu'il faut, enfin, en gros, il veut donner du respect à Russell Westbrook, il rend hommage à Russell Westbrook en déclarant arrêtons de prétendre que ce gars-là n'a pas révolutionné le jeu et ne nous a pas inspiré à faire des choses et notre façon, à notre façon et à le dire à tout le monde. Donc en gros, après, il finit par aller vous faire foutre. Bon, l'idée, c'est quand même de dire voilà, que Russell Westbrook a inspiré une génération de basketteurs et a révolutionné le jeu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Shai? Demande-moi tout simplement ce que tu en penses. Ouais, je ne sais pas dans quel contexte Kyrie l'a dit. Bon, c'est toujours pas évident de suivre pourquoi Kyrie dit ou fait des choses à un moment précis ou autre, mais je pense qu'il a voulu mettre du respect sur Russell Westbrook. Il a peut-être lu des choses ou entendu des choses sur peut-être le crépuscule de la carrière de Westbrook, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a été même jusqu'à très tard dans la saison dernière, avant son trade aux Clippers et même au début du trade aux Clippers, qui a été très critiqué, enfin même par nous d'ailleurs. Moi, j'étais plutôt de manière générale, j'ai jamais été un énorme fan de Westbrook, tout en le respectant énormément et en admirant ce qu'il a fait. J'ai toujours dit que c'était un des joueurs les plus spectaculaires que j'avais vu en live, voilà. Mais c'est vrai que je l'imaginais pas forcément capable d'apporter encore quelque chose à une équipe à un très haut niveau. Et ce qu'il a fait avec les Clippers mérite vraiment tout le respect, et je comprends que des joueurs ressentent le besoin de remettre un peu l'église au milieu du village en disant que c'est un joueur important. Et là, ce que dit Kyrie, c'est assez intéressant, je trouve. C'est une phrase très courte, c'est un post très très court, mais il y a deux choses. Il y a le côté, il a inspiré des joueurs à faire des choses à leur façon en disant aux autres allez vous faire foutre. Ça, c'est vrai. Je pense que le fait qu'il reste toujours fidèle à lui-même, tu sais, ça a parfois été une critique. Moi, je l'ai dit aussi. Parfois, j'aurais aimé le voir adapter un peu son jeu. Mais au final, il est resté fidèle à lui-même et à la manière dont il joue au basket, c'est-à-dire avec beaucoup d'intensité, de passion, d'agressivité sur le terrain. Il a jamais triché, donc ça, on peut pas le nier, et je pense vraiment qu'il a inspiré des gens. Après, le côté révolutionner le jeu, peut-être en entrant dans le détail, c'est plus compliqué, quoi. Je sais pas s'il a vraiment révolutionné le basket. Il a marqué sa génération, et il va peut-être encore la marquer, il lui reste quelques années, et je lui souhaite que ça se passe bien. Révolutionner le jeu, je sais pas. Donc je trouve ça très bien que Kyrie... moi j'aime bien quand Kyrie fait des posts qui sont pas des trucs complotistes ou autres. Je suis très content, ça me rappelle que c'est un gars cool et qu'il a des opinions qui sont aussi intéressantes. Et donc je trouve le post cool, et je trouve que Westbrook mérite du respect. Je sais juste pas s'il a révolutionné le jeu au sens littéral du terme. Ouais, moi aussi, révolutionner le jeu. Disons que dans les deux parties, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans les deux parties du poste de Kyrie, inspiré, oui, révolutionner, je serais plus sur non. J'ai essayé d'y réfléchir. Moi, pour le coup, j'ai été fan de Russell Westbrook. Là, j'ai bien aimé Russell Westbrook pendant plusieurs années. Comme toi, c'est un mec que je respecte. C'est aussi un mec qui m'a agacé par moments, hein. Notamment justement son refus de s'adapter dans certaines situations. Mais j'ai essayé de réfléchir comment il aurait pu révolutionner le jeu, et j'avoue quand même j'ai du mal à voir. Je pense que là le terme est employé pas à la va-vite, mais voilà, il y a l'intention. Je pense qu'il n'y a pas une vraie réflexion derrière son révolutionner le jeu. Ou alors s'il y en a une, j'aurais bien voulu l'entendre, mais bon, c'est un post Instagram, c'est une story. Il a laissé une empreinte, enfin il est en train, il a laissé voilà. une empreinte. Parce que oui, il laissait une empreinte, oui. Ce matin, en faisant la news, je regardais son CV. Ah ouais, de toute façon, sans aucun doute. First ballot. Le CV individuel, quand tu regardes les accomplissements, donc, bon, il a jamais gagné de titre, il a fait une finale, tout ça, donc bon, ok. Mais individuellement, donc il y a le titre de MVP. Il a été 9 fois dans l'un des 3 meilleurs 5 de l'année. Ok, c'est quand même énorme, 9 fois. C'est énorme. C'est beaucoup. Donc bon, les sélections All-Star Game, on y accorde la valeur qu'on veut, mais il en a fait quand même 9. 2 titres de meilleur scoreur.
3 titres de meilleur passeur et 4 saisons en triple-double de moyenne. Donc ça c'est Ouais. alors, c'est pas, je sais pas si c'est une révolution, mais il a fait un truc, un exploit individuel qui semblait à beaucoup de monde quasi impossible. On a toujours pris Oscar Robertson comme référence. Est-ce qu'un jour quelqu'un fera une saison en triple-double? Bah Westbrook, il en a fait 4 quoi. Dont 3 de suite. Dont 3 de Dont suite. 3 de suite. Ouais, c'est important aussi. Mais ça peut être là où il a un peu changé le jeu, mais je pense pas que ce soit lui. Mais si tu veux, il a été cette superstar avec un taux d'usage ultra élevé sur ses saisons à Oklahoma Mm. City après le départ de Kevin Durant. Ça a été un peu le tournant avec James Harden de la superstar de l'équipe. On lui passe tous les ballons, quoi. Il y avait James Ouais. Harden à Houston. Et voilà, c'est un truc. Aujourd'hui, d'ailleurs, s'il y a d'autres joueurs qui sont proches de faire des saisons en triple-double, c'est aussi parce que voilà, il y a cette volonté de tout faire tourner autour de la superstar de l'équipe. Ça a toujours été le cas dans l'histoire, mais ça a atteint des proportions plus élevées que par le passé. Voilà, je pense qu'un Nikola Jokic, il est passé à quoi? Quelques dixièmes. Je crois qu'il n'a pas conclu sa saison en Mm. triple-double. Luka Doncic, je pense qu'il en fera une à un moment ou à un autre. Voilà, il y a peut-être eu une empreinte sur la NBA. Ça, c'est évident, une empreinte sur son époque. C'est un des meilleurs meneurs de sa génération. Ça sera un des meilleurs meneurs de l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et c'est un Hall of Famer. Donc, qui est du respect, qui est une vraie legacy autour de Westbrook, oui. Maintenant, voilà, la manière dont il aurait révolutionné le jeu, j'ai quand même du mal à voir, quoi. Mais c'est ça, On n'a pas forcément vu un truc novateur chez Westbrook qui a poussé des gens à changer, tu vois, ou a c'est poussé ça, la ligue c'est à presque changer. plus qu'une révolution. J'ai plus eu l'impression que c'était à un moment plus un vestige du basket à l'ancienne dans le sens. Alors surtout quand il était au KC, genre je reste un peu coûte que coûte et je joue à ma manière. Euh, je tracte une équipe qui est très moyenne sans moi jusqu'en playoff. Enfin, même son style de jeu, voilà, on connaît ses difficultés sur le tir à 3 points. Il a un Après, style c'est de un jeu. meneur super explosif, quand même. Il est Super ultra explosif, explosif, bien sûr, mais comme il y a. je le vois pas comme un joueur moderne, tu vois. C'est ça qui est. Et du coup, il est un peu entre deux époques de genre. Et là où il laisse l'empreinte, c'est les accomplissements individuels, le côté où il triche pas et où c'est ultra spectaculaire, ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, bon, Révolution, je suis un peu sceptique, mais c'est pas très grave parce que ça permet de parler un peu de lui et peut-être tu sais, de ce qu'il peut encore faire et de ce qu'il va faire avec les Clippers. Enfin, ces derniers jours, on a un peu parlé des Clippers justement et de savoir si c'était pas un peu la dernière chance, un peu tu sais, le côté. Euh, bah, il y a la nouvelle salle qui arrive. Paul George, Kawhi, est-ce qu'ils vont être capables de faire une saison ensemble vraiment à un moment, des playoffs, tout ça? Et Westbrook, il a un rôle intéressant dedans parce qu'il a fait un sacrifice en plus pour rester, tu vois. Enfin, pour un sacrifice financier, si on peut appeler ça comme ça, avec un salaire plus faible que ce qu'on pourrait imaginer pour lui. Et ça fait partie des joueurs que je vais quand même bien regarder parce que j'arrive pas à savoir ce qu'il peut encore faire si la résurrection de la fin de saison dernière c'est un truc qui est amené à durer ou si c'était juste une parenthèse enchantée et où on va le retrouver un peu en difficulté la saison prochaine. Je sais pas justement. Je pense que là où il sera pas en difficulté, c'est sur l'état d'esprit. Il a apporté quelque chose aux Clippers, en fait. Ouais. Il a changé l'âme un peu. S'il a bien révolutionné quelque chose, c'est peut-être le vestiaire des Clippers. Ouais. Euh, il leur a apporté la combativité et le leadership qui manquait. Ce qui est ironique sur ses performances de fin de saison euh, à Los Angeles, mais du coup du côté des Clippers, c'est qu'au final, on l'a toujours pas vraiment vu dans une configuration avec Kawhi Leonard et Paul George, en tout Ouais. cas que sur des petits bouts. Et nous, notre crainte, c'était ça, c'était de se dire, est-ce que vraiment ils peuvent finir les matchs avec les trois? Est-ce que ça peut fitter purement en termes de basket avec les trois? Et au final, ils n'ont pas vraiment eu à se poser la question. Il y en avait toujours un qui manquait à l'appel, voire deux. Euh, Est-ce que ça sera encore le cas cette saison? Est-ce qu'ils arriveront vraiment à être à trois tous ensemble sur des longues périodes? Je ne sais pas. Du coup, je pense que Westbrook, on peut encore continuer à le voir faire des stats, à être combatif. Peut-être qu'il n'aura effectivement pas ses 20-25 points de moyenne. Ça, je pense que c'est plus ou moins révolu. On peut l'imaginer plus bas. Il finit la saison aux Clippers à 15 points. Voilà, je pense qu'on peut l'imaginer dans la même zone, un peu au-dessus, un peu au-dessus peut-être, entre 15 et 18 points, tu vois, quelque chose comme ça, avec un rôle d'energizer, mais au final, ça dépend vraiment de combien de matchs va jouer Kawhi et combien de matchs va jouer Paul George. Et juste, je fais une toute petite digression sur Kawhi, j'ai vu un truc. Kawhi, est-ce que tu sais, au cours des dernières années, combien de fois il a joué 15 matchs de suite? 15 matchs de suite, non. Est-ce qu'il l'a fait déjà une fois peut-être? C'est arrivé à 3 reprises. Ouais. En 2020, mais en 2020, sachant que pour le coup, il y a la coupure du Covid, mais
théoriquement, ça compte quand même 15 matchs de suite, même s'il y a 4 mois d'écart. Il y a 2019, donc ça, c'est l'année où ils sont champions avec Toronto. Et après, il faut remonter à 2016. Ah ouais. Ça, c'est les fois où Kawhi Leonard a enchaîné 15 matchs de suite. Si tu veux faire une campagne... Ah, est-ce que tu m'entends toujours au passage, là, je te entends, ouais. Ça coupait oui, un peu, pardon, mais là, je t'entends. Oui, j'avais perdu ma connexion. Donc bref, je disais 15 matchs de suite, il l'a fait que 3 fois. Une campagne de playoffs, c'est minimum 16 matchs. Est-ce que c'est aujourd'hui possible de se dire que Kawhi Leonard, il va faire une campagne de playoffs sans se blesser, quoi? Moi, je leur souhaite, mais j'y crois pas. Pour la bonne et simple raison que même si effectivement la blessure, elle est réelle, elle n'est pas inventée. Enfin, Tyronn Lue, il en a reparlé encore récemment. Bah, j'en reviens au sujet où il a l'air de s'auto-diagnostiquer un peu avec son propre staff médical et de prendre les décisions en dehors de ce que recommande le staff médical des Clippers. Enfin, ça, ils en ont tous parlé. Il a l'air d'en faire casse sa tête et peut-être que c'est la seule et la bonne solution pour lui. Je sais pas. Mais j'arrive pas à imaginer aujourd'hui que faire même 15 matchs de suite, ça me paraît beaucoup. Parce qu'il y a le load management qui va, je pense que ça va encore être effectif cette saison. Il n'y a pas de raison que d'un coup. Ah ouais, les back-to-back, il va pas. Je pense que voilà. Donc non, je sais pas si on le verra vraiment cette config. Déjà les deux ensemble, puis avec Westbrook qui s'imbrique dedans. Je sais pas du tout si on verra ça. Après, moi, là, pour revenir sur Westbrook, l'important, c'est qu'il me semble hyper épanoui. Il s'entend bien avec Kawhi, il s'entend bien avec Paul George, il s'entend bien avec le reste du groupe, avec le coach. Je le trouve très épanoui après avoir été franchement déprimé aux Lakers, où là, pour le coup, tout le monde, c'est-à-dire que la franchise, y compris les médias, les observateurs, tout le monde a, je pense, un peu oublié qui il était et a manqué de respect à ce qu'il avait accompli avant. Tu vois, même les équipes adverses, quand Draymond Green le laissait complètement seul au large pour shooter, avec un move de dédain un peu, tu vois, ces choses-là, moi, pourtant, sans avoir été un fan de Westbrook de base, j'aime pas ces situations-là où tu as un joueur qui est avec un CV aussi énorme et un Hall of Famer qui est un peu, voilà, auquel on manque de respect. Le coup de LeBron qui fait clairement comprendre qu'il aurait aimé que Westbrook se barre pour que Kyrie vienne. Enfin, tu vois, ça j'ai pas aimé. Le simple fait de le voir épanoui, content et redevenir lui-même, quoi que ça implique, individuellement et collectivement, déjà ça me fait super plaisir. Donc voilà, Kyrie qui demande du respect pour Westbrook, je trouve qu'il a raison. C'est pas tous les jours qu'on va dire je trouve que Kyrie a raison. donc j'ai trouvé ça bien. Je trouvais que c'était un geste, une déclasse sympa, quel que soit le contexte dans lequel elle a été postée. Ah, je suis d'accord avec toi. En parlant de respect, on va peut-être enchaîner sur Tony Parker qui, lui aussi, alors il ne demande pas du respect, mais il a donné une interview aux journalistes français. Ouais, c'est un conf call. Hall of Fame. Ouais. Exactement. Et dedans, on a voulu retenir une petite partie. Vous pouvez retrouver l'interview en grande partie sur basketsession.com, mais on a voulu retenir une petite partie, c'est celle où il dit que le public français ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il a accompli. Alors, voilà, on a tiré cette phrase un peu en dehors de son contexte, du coup, mais voilà, c'est notamment une question sur la reconnaissance en France comparée aux États-Unis. Et voilà. Alors, il crache pas du tout sur le public français. Au contraire, il dit que le public français l'a toujours soutenu. Juste, voilà, il émet cette petite phrase qui est donc de dire, je suis pas sûr qu'en France on se rende vraiment compte de ce que c'est le Hall of Fame. Avant toute chose, je t'avoue que moi, je suis assez d'accord avec lui. Mais je vais quand même d'abord te demander ce que tu en penses. Mais je te donne la couleur. Moi, je trouve que je suis plutôt d'accord. En fait, qu'il y a j'arrive à capter ce qui est l'idée derrière. Ouais, j'ai envie de dire presque pour une fois sur ce sujet-là, où ces derniers mois, encore une fois, sur des trucs qui ont peut-être parfois été sortis de leur contexte. Tu sais, sur la réussite en France, ça avait fait parler, le fameux extrait où il dit qu'en France, on n'aime pas les gens qui réussissent, qui gagnent de l'argent, plus ou moins. Enfin, c'était un peu ce qui était... Une version très américaine de la vision de la France, quoi. Voilà, c'est ça. Ils aiment pas la réussite. On fait grève tout le temps et machin. Enfin, donc c'était parti sur du plus global en dehors du sport, où ça c'était plus critiquable à mon avis et ça méritait éventuellement d'être critiqué. Par contre, sur la reconnaissance, alors le grand public connaît Tony Parker, c'est peut-être parfois même le seul basketteur français qu'ils connaissent, pour ceux qui suivent pas trop le basket. Donc ça, il y a une connaissance et une reconnaissance de ce qu'il est et ce qu'il a fait. Mais je pense que aussi bien le grand public que les fans de basket, un peu plus le grand public évidemment, c'est vrai qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est le Hall of Fame. Parce que réussir à être champion, tu peux être champion dans une circonstance où t'es pas forcément un joueur très important. Donc les gens dans leur esprit, c'est ouais, Tony Parker, il a gagné le titre, il faisait partie des très bons joueurs de la NBA, mais
Il y en a beaucoup qui pensent que c'était un joueur secondaire. Mais le Hall of Fame, il n'y a pas d'équivalent, quasiment pas d'équivalent dans d'autres sports que les Français connaissent. Justement, il le dit Ouais, dans l'interview. ouais. Il dit aux Il a États-Unis, été Ballon d'Or. voilà, c'est ça. Il dit, il essaie de trouver l'équivalent. C'est comme si je recevais un Ballon d'Or. C'est dur de comparer parce qu'au foot, je ne sais pas si ça existe. Beaucoup de gens savent même pas ce que c'est le Hall of Fame. Et il dit, aux États-Unis, par contre, tu rentres dans une autre galaxie parce qu'il y a ce respect absolu. euh, c'est indépendant de gagner des titres ou d'avoir été meilleur scoreur, machin, ou même juste champion, voilà. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de la portée de ce qu'il a accompli. Au-delà du côté un peu pionnier, même si c'est pas le premier à avoir joué NBA, mais le premier à y avoir réussi à s'être imposé. Et le Hall of Fame, c'est un truc incroyable. C'est comme le nom l'indique, voilà, c'est la place forte de la célébrité, quoi. C'est-à-dire que c'était cimenté à jamais dans 50 ans. Les mecs, ils verront que Tony Parker, c'est un membre du Hall of Fame. Et il sera pas noyé dans la masse, tu vois. Donc je trouve là-dessus, il a raison, en France en tout cas, sur ce point-là du Hall of Fame, qui est peut-être le Graal absolu quand tu parles à un sportif, un athlète américain. Peut-être qu'on se rend pas bien compte de ce que c'est, de ce que ça signifie et que ça mérite. On verra, peut-être qu'on va en parler beaucoup plus que ce à quoi on s'attend. Hein. C'est le 12 août prochain. Ce sera diffusé sur Ouais. Bein d'ailleurs. Euh, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une forme d'hommage un peu supérieure qu'au moment où il a arrêté sa carrière, ou le retrait de maillot, ou je sais pas. Mais c'est un peu le Graal pour les athlètes américains. Le Hall of Fame, c'est l'accomplissement maximal, je pense. Après, moi, je pense que le public français, en tout cas les fans de basket, ont quand même énormément de respect pour Tony Parker. Bien D'ailleurs, sûr. lui, vraiment, d'ailleurs, dans sa phrase, hein, il parle du large public, donc vraiment Mm. fan de sport, mais pas forcément gros fan de basket. Et Ouais. effectivement, là, il y en a plein qui vont pas savoir ce que c'est spécialement le Hall of Fame. Si tu suis le basket de loin, tu sais pas forcément ce que c'est. Et du coup, lui, c'est ça qui met en avant. Et moi, je vais aller plus loin. Je vais aller dans son sens, mais en allant plus loin. C'est marrant parce que les fans de basket français ont un énorme respect pour Tony Parker, savent à quel point il a été fort. Certains même, je pense, le surestiment, tu vois, je Mhm. prends le contre-pied. Je pense qu'il y en a qui le voient plus beau que ce qu'il n'a été. Par contre, il y a un aspect, et tu as cité le mot, c'est pionnier. J'ai l'impression que cet aspect de sa carrière, il est sous-estimé. Mais quelque part, c'est presque normal parce que si tu découvres le basket au moment où Tony Parker est déjà en NBA et déjà une star, ce qui peut être le cas de, voilà, de nombreux Mhm. passionnés de basket aujourd'hui, euh, je sais pas, qui ont la vingtaine, voilà, ils ont vu un grand Tony Parker, mais je pense qu'ils se rendent pas compte à tout ce qu'il y avait avant Tony Parker. Ouais. Et Tony Parker, il le dit notamment dans l'interview, il dit, avant moi, il n'y a pas de meneur européen qui a fonctionné en NBA, et c'est pas faux. Ouais. Je veux dire, on peut prendre le cas de Drazen Petrovic, et encore, il jouait même pas vraiment meneur en NBA, donc c'était pas vraiment un meneur. Il y avait une défiance absolue. Il le dit aussi pareil, il dit un autre truc, il dit avant juste être drafté c'était un truc de ouf. Ouais. Maintenant c'est normal, mais c'est vrai, à l'époque c'était un Bien truc de sûr. ouf. C'est clair. Un Européen, et alors un Français encore plus, il y avait tout un truc, et lui il a cassé. C'est-à-dire que Tariq Abdul-Wahad a été le premier. Je me souviens dans une interview il y a longtemps, Tariq Abdul-Wahad avait dit ouais, moi j'ai ouvert une porte et Tony Parker il a construit une autoroute. Et c'est exactement ça. Je trouve cette métaphore est parfaite. Ouais. Il y a vraiment eu tout un. Enfin, le nombre de Français qu'on a en NBA aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Tony Parker. Ça a beaucoup contribué. Euh, il y a plein de. Pour le coup, lui, il a peut-être pas révolutionné le jeu, si je reprends le truc avec Russell Westbrook, Ouais. même s'il a été un des meneurs scoreurs. Il a fait partie de ces générations meneurs scoreurs dont découle Westbrook. Westbrook découle aussi des Tony Parker voilà, qui scoraient beaucoup. Il y a eu ensuite les Derrick Rose, etc. Mais euh, Tony Parker, il a peut-être pas révolutionné le basket en lui-même, mais il a révolutionné une manière de voir le basket à l'international. Alors, c'est pas que lui, hein. Il y a Pau Gasol, Dirk Nowitzki qui rentre d'ailleurs aussi au Hall of Fame en même temps que lui. Ouais. C'est un petit clin d'œil sympathique. Il a contribué à tout ça et je pense que son aspect pionnier est en partie sous-estimé auprès du basket français. Vraiment de se rendre compte de. Voilà, sans Tony Parker, est-ce qu'il y aura un Victor Wembanyama aujourd'hui? J'en suis pas sûr, tu vois. Maintenant, il a donné de la crédibilité à. Alors, même si la France était déjà un pays avec un beau vivier de basket, ça fait des années qu'il y avait des bons joueurs français, mais c'était compliqué de s'exporter, comme pour tous les pays européens. Mais peut-être encore plus que d'autres pays européens, la France n'était pas considérée comme un pays avec des joueurs capables peut-être de s'imposer en NBA. C'est ça le truc. Donc lui, c'est ça, c'est vraiment le côté l'autoroute, c'est ça.
il a créé quelque chose qui n'existait pas en s'imposant, alors que c'était pas un contexte si facile que ça. Les Spurs, on dit toujours que est-ce qu'il aurait vraiment réussi ailleurs qu'aux Spurs, etc. Enfin, il y a toujours ces interrogations-là, mais fallait le faire dans une équipe où tu arrives, où Tim Duncan ne te parle pas, où il y a un coach qui est quand même très très exigeant. Enfin, c'est très compliqué tout ce qu'il a fait. Je veux dire, on est déjà revenu, on reviendra peut-être plus amplement un jour dans un podcast juste sur lui, j'en sais rien, c'est possible, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'avant, le pendant, l'après-carrière, il y a énormément de choses, c'est un personnage hyper intéressant. Mais ouais, là, sur ce qu'il dit, c'est vrai que voilà, sur ce coup, je suis assez d'accord, je pense que, en tout cas, le grand public se rend pas peut-être bien compte de ce que signifie ce qui va se passer là le 12 août, en fait. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que pour lui, c'est peut-être l'accomplissement max, tu vois. Et je crois qu'il lui-même, il en rêvait même pas, quoi. C'est ça, il dit il en rêvait même pas. Ça paraissait plus crédible d'être champion ou All-Star ou j'en sais rien, tu vois. Alors que pour des gens, ils vont lui dire bon bah ouais, ok, il est Hall of Fame, c'est cool, c'est sympa, mais ça veut dire quoi. Alors que je pense que voilà, quand on connaît bien et lui le premier, on se rend compte que c'est un truc de malade. Déjà un étranger Hall of Fame, c'était pas ça, avant ça n'arrivait jamais. donc voilà, c'est tout ça pour dire que Russell Westbrook mérite du respect. Tony Parker mérite aussi du respect pour tout ce qu'il a fait et pour l'hommage qui va lui être rendu. Et voilà, c'est que justice. Mais d'ailleurs, juste pour reprendre cette idée d'autoroute, hein, si Tony Parker a ouvert une autoroute, je pense que Victor Wembanyama, là, c'est tout un réseau de TGV qui va se créer dans la foulée. Mais hein, ça me semble évident, surtout s'il a du succès. Je me dis que ça va ouvrir. Bah, c'est tellement. C'est un truc à deux voix un peu, c'est histoire de nuancer un peu, mais c'est-à-dire que si ça se passe bien, t'as raison, ça va être c'est bon, maintenant on a confiance dans les prospects avec ce profil-là. Ah oui, français, il y en a qui vont arriver qui vont se casser la gueule. Hein. Bah là, et à côté de ça, si ça ne marche pas ou pas aussi bien que prévu, ça va être ah bah voilà, on avait raison, regardez les Européens, pourquoi une telle hype et machin. Donc c'est pour ça qu'il a une pression qui est pas du tout enviable. Enfin, on avait parlé ensemble de la pression médiatique qui est importante, et même, je veux dire, même au sein de son propre pays, tu vois, parce qu'on va lui rappeler Tony Parker constamment, même ça n'a rien à voir au niveau du poste, du jeu, quoi que ce soit, mais avec ce qu'a fait Tony Parker, ce qu'on a évoqué juste avant, il y a une pression incroyable. Est-ce que ce sera le meilleur joueur français? Est-ce que ce sera machin? Donc il a une pression au pays, il a une pression aux États-Unis, et il a une pression autour de gens. Moi j'ai parlé à des amis qui regardent même pas le basket, mais ils savent qui est Wembanyama parce qu'ils ont vu des médias mainstream en parler. Donc j'imagine même pas, enfin la pression qu'il a, et on l'a vu à Vegas juste avec le truc avec Britney Spears. Enfin, c'est un univers totalement différent, et ça va être fascinant à suivre en même temps que c'est terrifiant de son point de vue, j'imagine. Mais bon. Ouais. Bah, nous, on suivra évidemment ça dès la reprise, hein, dès la pré-saison, ça sera après la Coupe du Monde. On est vendredi, donc évidemment pas de CQFR ce week-end. Vous connaissez maintenant peut-être les habitudes. Et nous, on se retrouve lundi, et je serai là, encore une fois. Donc avec Shai. Shai est toujours là jusqu'à la mi-août. Je suis là jusqu'au 15 août, c'est ça. Après, on remet probablement... Alors, il y aura Théo qui sera de retour de vacances. Il y a toujours notre talent générationnel, Benjamin, qui sera là aussi. Qui a fait un intérim très remarqué. Probablement Rookie of the Year ou MIP, je sais pas. Mais notre prospect. Voilà, c'est ça. Les gens l'aiment. Mais nous, on se retrouvera du coup lundi tous les deux, et il y aura aussi un podcast lundi, comme tous les lundis. Absolument. Podcast sur Basket Session. Mais voilà, donc on reste actif tout l'été. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, peu importe, c'est comme vous voulez. Et voilà, et puis écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao.